Voilà, deuxième partie de notre émission avec l'invité politique de Territoire d'Info, avec la presse quotidienne régionale, les Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, et avec TV5 Monde. Et l'invité politique, je le disais tout à l'heure, c'est François de Rugy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien président de l'Assemblée nationale et vous êtes ministre de la Transition écologique. Merci d'être avec nous ce matin sur ce plateau pour vous interroger. À mes côtés, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Bonjour Cyril. Et bonjour Stéphane Vernet. Vous dirigez le bureau parisien de Ouest France, le premier quotidien français, premier quotidien francophone du monde. Merci d'être avec nous. Bonjour. Votre interview sera retransmise sur les sites internet de la presse quotidienne régionale à partir de 10h30 ce matin. François de Rugy. On en vient à l'actualité immédiate. Un gilet jaune a été tué à Avignon, percuté par un camion. C'est le 6e mort depuis le début du conflit. Est-ce qu'il est temps, selon vous, que le mouvement des gilets jaunes s'arrête ? Depuis le début, je fais partie de ceux qui ont attiré l'attention sur les dangers, les risques que comporte ce mode d'action de se positionner sur les routes, sur les réseaux routiers, sur les ronds-points, au carrefour. Cela présente des dangers particuliers par rapport à d'autres modes d'action. Et nous l'avons vu dès les premiers jours d'ailleurs de ce mouvement, avec malheureusement plusieurs victimes, 6 maintenant, depuis le début du mouvement. Souvent d'ailleurs, des gilets jaunes eux-mêmes, enfin des personnes impliquées dans ce mouvement, percutées par d'autres véhicules. On verra l'enquête, mais la plupart du temps, je crois qu'il n'y avait rien d'intentionnel. Donc ce sont vraiment des drames, à la fois bien sûr pour ces victimes, leurs familles, mais aussi sans doute pour les automobilistes ou les conducteurs de camions qui se sont retrouvés dans ces accidents. Après, sur le contexte général, je crois qu'en effet, aujourd'hui, le temps est venu de cesser ces manifestations et au quotidien sur les ronds-points et surtout samedi à Paris et dans les autres villes de France. Il y a une question de responsabilité, une double question de responsabilité. Le gouvernement, le président de la République, nous avons fait des annonces extrêmement importantes qui vont dans le sens des revendications portées depuis le début par le mouvement des Gilets jaunes, des revendications sur le pouvoir d'achat, sur le mieux vivre, le bien vivre de son travail par rapport à la baisse des impôts, des taxes, la hausse des salaires, le SMIC, la hausse des salaires avec les heures supplémentaires. Vous les appelez à rentrer chez eux. Donc, à un moment donné, entre cela, ces annonces et par ailleurs le contexte d'un attentat qui a eu lieu sur le marché de Noël à Strasbourg, le plus responsable, c'est plus une question presque de bon sens que de débat politique, serait évidemment de cesser ces manifestations. François de Rugy, à l'Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon a dit, lui, que la vie démocratique devait continuer et que, certes, il y a ces risques d'attentats, certes, il y a de la violence, mais qu'en même temps, il faut que le mouvement continue. C'est les émotions de la démocratie. Qu'est-ce que vous lui dites ? Oui, mais le mouvement, enfin, la vie démocratique, ce n'est pas un mouvement automatique. Ce ne sont pas des choses où on appuierait sur des boutons en disant on va manifester tous les matins ou tous les samedis, où on fait une motion de censure comme si de rien n'était. La vie démocratique, justement, c'est en permanence de répondre aux aspirations des Français. Ça, c'était quelque chose qui nous était adressé à nous, les membres du gouvernement, le président de la République. Nous l'avons fait. C'est d'ouvrir des espaces de dialogue. Nous le faisons. C'est bien sûr d'avoir des débats au Parlement. Mais est-ce que, là c'est une question simple, pour M. Mélenchon, comme pour le Parti socialiste, par exemple, qui est suiviste vis-à-vis de M. Mélenchon. Est-ce que le moment est venu, justement, dans le moment démocratique que nous vivons, d'avoir un débat de censure du gouvernement ? Certains ont Ça, c'est une question, justement, dans le débat politique, qui est une question légitime. Et d'ailleurs, certains disent, comme je le dis moi, et certains qui soutenaient le mouvement des Gilets jaunes, il faut que les manifestations cessent. Et d'autres disaient aussi que, manifestement, ça n'était pas... très, j'allais dire, en quoi c'est utile, en quoi c'est opportun, en quoi c'est bienvenu aujourd'hui d'avoir un débat de censure au Parlement. Bien sûr, si les oppositions veulent le maintenir, nous l'aurons, parce que nous sommes respectueux des institutions démocratiques. Nous ne suspendons pas, bien sûr, le bon fonctionnement de nos institutions, bien au contraire. Mais c'est simplement une question de choix politique. Stéphane Vernet. Alors... Il y a le fait que certains gilets jaunes appellent à un acte 5 ce week-end. Samedi, comment on assure la sécurité des Français samedi entre les marchés de Noël, un fugitif qui court toujours, le dispositif policier qui sera reconduit à Paris. Comment on fait pour assurer la sécurité des Français dans cette période très trouble ? Écoutez, comme toujours, la sécurité, c'est une affaire collective. C'est bien sûr la responsabilité de l'ordre public. La responsabilité de l'action de la police, c'est la responsabilité de l'État.
L'État a la responsabilité de protéger ses citoyens, et nous le faisons. Et le gouvernement, sous la direction de Christophe Castaner, à la tête du ministère de l'Intérieur, mobilise évidemment toutes les forces de sécurité, à la fois dans le fait de poursuivre ce tireur, ce terroriste. Et ça, c'est évidemment, vous le savez, plusieurs centaines de policiers qui sont mobilisés. C'est une coopération avec l'Allemagne, avec la Suisse, au passage. Ceux qui veulent toujours détricoter la construction européenne, heureusement que nous avons de bonnes coopérations avec nos voisins européens dans un cas comme celui-là de lutte antiterroriste. Et puis, par ailleurs, c'est aussi une question de responsabilité individuelle et collective. Et je suis convaincu, par exemple, qu'à Strasbourg, il n'y aura pas grand monde pour dire on va faire une manifestation de gilets jaunes, ou de n'importe quel autre sujet d'ailleurs. Samedi, vous imaginez un petit peu? Eh bien, on doit se sentir un peu tous strasbourgeois dans ces cas-là, c'est ce que nous disons d'ailleurs spontanément quand il y a un attentat. Et donc nous l'avions vécu en 2015. Il y avait eu à l'époque des manifestations qui avaient été prévues et certaines avaient été annulées parce qu'il y avait le contexte particulièrement lourd de lutte antiterroriste. Le débat sur les fichiers S ressurgit, d'ailleurs comme à chaque fois. Et les maires, alors Christian Estrosi par exemple à Nice, demandent au préfet de leur communiquer, parce que le gouvernement a dit qu'il le ferait, la liste des fichiers S dans leur commune. Alors pourquoi ça ne se fait pas ? On peut discuter. Moi je pense qu'en matière de lutte antiterroriste, il ne faut pas rester figé. Il n'est jamais été question de dire nous avons tout le dispositif et puis on ne touche plus rien. Vous savez, nous avons fait voter une loi antiterroriste il y a 1 an. À l'époque, d'ailleurs, certains avaient polémiqué, comme d'habitude, sur la sortie de l'état d'urgence et que nous avions remplacé par des dispositions législatives pérennes. La communication des fichiers S. Et donc, ça, c'est au ministre de l'Intérieur de voir, avec aussi la ministre de la Justice, parce que vous savez bien que ces informations-là, si on veut qu'elles soient efficaces, il ne faut pas non plus qu'elles se promènent dans la nature, si je puis dire, de façon large. Donc il y a une relation particulière à avoir avec les maires. Les maires ont un rôle plutôt, ils nous l'ont dit d'ailleurs dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, plutôt de la tranquillité publique, de voisinage. Ce n'est pas les maires qui ont la responsabilité de la lutte antiterroriste. Ça, c'est une fonction de l'État. Mais il doit y avoir évidemment une bonne coopération. De la même façon, et c'est déjà le cas, vous savez que les élus locaux font remonter des signaux, le signalement. Ça n'a rien à voir avec la délation, c'est tout simplement le signalement de comportements suspects. Stéphane Vernet. Mardi soir, en plein déroulement du drame, on a vu notamment sur les réseaux sociaux toutes sortes de voix s'élever par rapport à une espèce de théorie du complot. C'était un phénomène complètement délirant qui perturbe énormément les choses. Comment est-ce qu'on fait pour mettre un terme à ce genre de choses? Vous parliez de responsabilité tout à l'heure. Là, on est en pleine irresponsabilité pour le coup. Et je vous remercie de le dire parce que c'est quelque chose qui est extrêmement choquant. D'ailleurs, un député de Strasbourg, Bruno Studer, qui a posé une question d'actualité à l'Assemblée nationale hier, était extrêmement choqué et exprimait vraiment sa colère face à ces théories du complot. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, notamment qui circulent dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est de dire c'est l'État qui a fomenté cet attentat pour faire diversion. Vous vous rendez compte un peu de l'accusation. Malheureusement, moi je vois sur Facebook notamment depuis des années circuler, ou sur Twitter, circuler tout un tas d'accusations, de sentiments, de complots de ce type. C'est pas nouveau, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus par rapport à ça? Moi je crois que c'est un enjeu extrêmement important pour la démocratie et donc il faudrait être capable à un moment donné de pénaliser ces comportements. Propager des fausses informations sciemment, ça, c'est une responsabilité aussi des hébergeurs, les sites internet qui les propagent, et puis aussi de chaque citoyen, que chaque citoyen se pose la question avant de retweeter, comme on dit, avant de partager sur Facebook telle ou telle vidéo fabriquée par des gens qui veulent semer des fake news, comme on dit, c'est-à-dire ces fausses informations. La propagation de fausses informations, c'est quelque chose qui est un délit dans notre code pénal depuis toujours. Il serait temps que ça s'applique à Internet. Internet, c'est pas le Far West où on fait et où on dit ce qu'on veut au risque de nuire soit à tel ou tel individu, à titre personnel, soit à la sécurité du pays. Marcelo Westphal. Le gouvernement a fait des annonces, il y a quand même 10 milliards d'euros sur la table, il faut les financer. Est-ce que vous êtes partisan de créer, par exemple, une nouvelle tranche d'imposition sur les plus hauts revenus
pour faire rentrer un peu d'argent dans les caisses de l'État? Moi, je ne suis pas partisan de créer de nouveaux impôts ou de nouvelles tranches d'imposition, alors que tout le monde a exprimé plutôt un ras-le-bol fiscal. Vous savez, s'il y a eu 75 à 80% des Français qui ont exprimé une forme de solidarité avec ce qu'on a appelé les gilets jaunes, c'est principalement pour cette question d'un ressenti, voire d'un ressentiment des Français à l'égard de la pression fiscale, comme on dit, mais qui le sentent au sens propre, sentent une pression avec les impôts, les taxes qui sont en France très lourdes. Vous savez que nous avons le taux d'imposition le plus élevé de toute l'Europe, de toute l'Union européenne. Nous sommes devant, avant il y avait le Danemark qui était devant nous, et nous sommes le premier pays. Est-ce que cela a rendu les Français heureux d'avoir autant de dépenses publiques et donc autant d'impôts et taxes? Donc il va falloir avoir une vraie réflexion et des choix sur les dépenses et sur le fait de réduire évidemment un certain nombre de dépenses. Je le dis aussi, les dépenses d'accompagnement de la transition écologique, moi je les défendrais bec et ongle parce que on ne peut pas d'un côté avoir dit qu'il fallait moins taxer et davantage accompagner et puis alors que nous avons réduit la taxe carbone, dire finalement, ce que certains pourraient être tentés de dire ça, on supprime les mesures d'accompagnement de la transition écologique, moins de taxes carbone, moins d'accompagnement. Moi je crois qu'il faut continuer. Vous avez des garanties dans cette politique, en tout cas nous en discuterons, mais je le dis d'ores et déjà parce que j'ai entendu des responsables de l'opposition dire mais ça sert à rien d'aider les Français à changer de voiture, ça sert à rien d'aider les Français à changer de chaudière, il vaut mieux baisser les taxes. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'à la prochaine hausse des prix du pétrole, les Français sont de nouveau dans la panade. Et moi je ne veux pas que les Français continuent à subir les hausses des prix du pétrole qui viennent des marchés mondiaux sans avoir le moindre moyen d'y faire face. C'est François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, ministre d'État, qui est notre invité ce matin. Je m'adresse là aussi à l'ancien président de l'Assemblée nationale. La réforme constitutionnelle est à nouveau repoussée, vous le savez, après la fin du débat national voulu par le président de la République. On parle de mars. Faut-il définitivement l'enterrer? Ah non, moi je pense qu'il faut en quelque sorte la revoir, l'enrichir. Ce qui a été porté dans le mouvement des Gilets jaunes, et ça m'a frappé chaque fois que j'ai rencontré des Gilets jaunes, et d'une manière générale avec les Français, c'est qu'il y a une aspiration démocratique. Il y a une aspiration à être davantage entendu, à pouvoir intervenir dans les débats, avec les pétitions par exemple. Et moi j'avais fait des propositions lors de la préparation de la réforme constitutionnelle pour dire avec un certain niveau de pétition, il y a une obligation pour les assemblées de répondre. À partir d'un certain niveau, par exemple 1 million de signatures, ça pourrait être une pétition qui permet l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale d'un texte de loi. Donc un travail en plus en commun entre des citoyens et des députés. On a aussi la question du référendum. L'utilisation, davantage utiliser le référendum. Moi, j'y ai toujours été favorable. Je pense que cette question, elle est posée aussi parce qu'on le sent bien, il y a une volonté d'intervenir directement dans le débat politique entre les élections. Dans quel délai, selon vous? Là, c'est vrai qu'il nous est apparu un peu incohérent si on avait inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le débat constitutionnel alors qu'on a ouvert un grand débat national avec les Français, y compris sur ces questions. Moi, j'ai tenu à ce que ces questions soient inscrites à l'ordre du jour de ces débats avec les Français. Et du coup, le report de la réforme constitutionnelle va donner plus de temps aux députés au mois de janvier. Sur quoi ils vont travailler à la place? Vous savez, les députés ne manquent jamais d'imagination et de sujets sur lesquels ils peuvent travailler. Non, là, je crois que d'une manière générale, c'est aussi une chose qu'on doit, une conclusion qu'on doit tirer concrètement de ce mouvement. On ne va pas dire c'est une parenthèse qui se referme. Le président de la République a été très clair dans son intervention face aux Français lundi soir. Il l'a redit face aux députés et aux sénateurs de la majorité mardi soir, même si son intervention a dû être écourtée à cause de l'attentat de Strasbourg. Mais il a dit très clairement, ce n'est sûrement pas une parenthèse que l'on va refermer. On ne va pas reprendre notre programme, on s'était peut-être arrêté à la page 13, on va le reprendre en janvier à la page 13, là où on s'était arrêté au mois d'octobre. Ça, ce serait la pire des choses. Les Français diraient, ça veut dire que tout ce qu'on a fait, vous n'avez rien compris, vous n'avez rien entendu. Nous voulons justement entendre le message des Français et nous voulons même qu'ils s'expriment de façon aussi maintenant plus concrète, plus constructive, débattue sur les questions des impôts, des taxes, mais aussi des dépenses publiques, les services publics. C'est une dépense publique, les services publics. Il y a des gens qui en veulent plus, mais ils veulent moins d'impôts. Il va falloir voir comment on peut gérer ce type de contradiction. Samedi, justement, est censé commencer le débat national, les 3 mois de débat. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu le tweet du patron de la CFDT, Laurent Berger. Il dit il est hors de question que dans ce débat, on mette comme parmi les thèmes la question de l'immigration et de l'identité profonde. Est-ce que ça fait partie du projet du gouvernement ? Ce que nous avons dit, c'est que dans la partie du débat, en quelque sorte, sur la citoyenneté, la démocratie, oui, il y a des gens qui ont envie de s'exprimer.
Là aussi, avec donc ce parfois, sera l'un des thèmes. Là, mais en tout cas, on ne va pas empêcher des gens de s'exprimer. En revanche, on ne refait surtout pas le débat identité nationale, immigration qui avait été lancé en 2010 par Nicolas Sarkozy. Non, parce qu'à l'époque, justement, c'était quelque chose qui avait été fait pour que, en quelque sorte, ce soit un défouloir sur le sujet. Ça n'avait débouché sur rien. Nous voulons que ces débats débouchent sur des propositions. Moi, en matière d'écologie, je souhaite justement qu'on ne reprenne pas les débats tels qu'on les avait avant, mais qu'on dise quelles sont les mesures, j'ai envie de dire l'écologie à hauteur d'homme, l'écologie concrète, l'écologie du quotidien, l'écologie positive, quelles sont les mesures qui peuvent émerger pour accompagner les Français, pour en faire des acteurs de cette transformation écologique, plutôt que de subir la hausse des prix du pétrole ou telle taxe. Stéphane Vernet. Alors l'écologie, parlons-en, parce que vous êtes un peu ministre de la transition écologique, mais... un peu beaucoup, mais même si vous avez vu qu'il a fallu faire face à beaucoup d'autres problèmes ces dernières semaines et que j'y ai pris ma part en tant que numéro 2 du gouvernement, ce qui était bien normal. Ces autres problèmes éclipsent d'autres actualités, mais la COP24 est en train de se terminer à Katowice, ça se passe pas super bien. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est revenu à la tribune pour lancer un appel dramatique. On n'en parle plus du tout, du coup. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce qui est en train de se passer en Pologne? Et puis, comment la France y est représentée? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver en fait l'accord de Paris? Je suis allé avec Brune Poirson, qui est secrétaire d'État auprès de moi, à l'ouverture de la COP24, donc cette conférence mondiale de lutte contre le dérèglement climatique, qui est en Pologne. Et Brune Poirson y est retournée justement pour la phase conclusive. Nous savions dès le départ que ça allait être très difficile, parce que d'abord, vous le savez, le président des États-Unis a annoncé il y a plus d'un an le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Le nouveau président brésilien a également été élu sur un programme assez conservateur en matière de climat. Et donc, il y a un certain nombre de pays qui pourraient être tentés de s'engouffrer dans la brèche, en quelque sorte. Jusqu'à présent, nous avons réussi à empêcher un mouvement de retrait plus important. Donc ça, c'était un des premiers enjeux. Et le deuxième enjeu, c'était de dire il faut qu'on se mette d'accord sur l'application de l'accord de Paris, parce que cet accord, il y a 3 ans, il était prévu qu'on ait des règles d'application, une transparence sur les questions d'émissions de CO2. Et nous progressons. C'est l'objectif que nous nous fixons pour la fin de cette conférence. Mais c'est difficile. On peut encore les sauver, les accords de Paris ? Je crois qu'on peut le faire, mais c'est très difficile. Et souvent, dans les négociations internationales sous l'égide de l'ONU, ça ne se débloque qu'à la toute fin de la discussion. Donc je le souhaite, c'est notre position, c'est ce à quoi nous avons œuvré depuis de nombreux mois. François de Rugy, votre résidence secondaire a été taguée. Est-ce que vous craignez parfois cette violence sous-jacente, ou pas d'ailleurs, à l'égard des politiques? Est-ce que vous trouvez qu'il y a une montée de cette violence? Oui, je la vois, je ne parle pas pour moi, d'une manière générale, depuis des années d'ailleurs. Vous savez, ce n'est pas... Alors là, il ne faut pas dire, tiens, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Non, le mouvement des Gilets jaunes n'est qu'une manifestation de plus de comportements violents. Moi, ce que je crains d'ailleurs plus généralement, c'est une montée de la violence dans ce qu'on appelle les mouvements sociaux. Et vous l'avez vu lorsqu'il y avait eu les manifestations contre la loi El Khomri en 2016. On l'a vu à d'autres moments, et à Nantes, je suis bien placé pour le savoir. Mais il faut quand même qu'on dise clairement les choses. On ne réglera pas nos différends dans une société. C'est normal que tout le monde ne pense pas pareil, c'est normal, c'est la démocratie qui doit régler ça, c'est pas la violence. Et donc il faut être intraitable. Moi je souhaite que là aussi on soit intraitable. Je trouve qu'il y a trop de responsables politiques qui font preuve de relativisme. Quand c'est des gens de leur bord, en quelque sorte, ils ferment les yeux. Quand c'est des gens qui commettent des violences, si c'est des gens de leur bord qui sont victimes de violences, là d'un seul coup ils s'indignent. Il faut que l'indignation, la condamnation, elle soit systématique, et que par ailleurs ça fasse aussi l'objet de condamnations pénale, pour que les choses soient claires. Merci François de Rugy, ministre de la Transition écologique et ministre d'État, d'avoir été notre invité politique bonne journée. Ce matin. Bonne journée à vous, merci beaucoup Marcelo Bestred et Stéphane Vernet. On passe au débrief de l'actualité dans un instant. Voilà, François de Rugy quitte ce plateau et Hubert Coudurier, directeur de l'information du Télégramme, président de TBO et de TB Sud, et Pascal Jalabert, qui dirige le groupe parisien du groupe EBRA, c'est-à-dire entre autres l'Alsace, et les dernières nouvelles d'Alsace m'ont rejoint sur ce plateau. Alors vous avez entendu François de Rugy, messieurs, ce matin, qui dit beaucoup de choses, à commencer par le fait qu'il souhaite que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête. Oui, on peut comprendre le gouvernement, il est quand même le numéro 2 de ce gouvernement.
Et il dit aujourd'hui, la priorité, c'est d'abord d'arrêter ce tireur du marché de Noël de Strasbourg, Chérif Shekat. Ça, c'est la première priorité. Et la deuxième, c'est que nos forces de l'ordre commencent à être à bout de force, sans jeu de mots. Donc là, aujourd'hui, on approche Noël. On a un gros problème de sécurité sur tout le pays. Il y a eu encore un mort sur un barrage. Donc ça aussi, ça fait 6 depuis le début. Il y a des pertes économiques. Bon, peut-être qu'il faut savoir s'asseoir autour d'une table et enfin discuter. Stop ou encore le mouvement des Gilets jaunes, Hubert Coudurier? Je crois, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on est aujourd'hui dans un état d'urgence tout court, et pas seulement économique et social. Il y a un péril sécuritaire. Il va falloir, pour les forces de l'ordre, être en capacité de répondre sur 2 fronts, à la fois social mais antiterroriste. Et donc, à un moment donné, il y a des priorités. Je pense qu'il est aussi question de se poser... Enfin, il y a des questions à se poser sur le comportement d'un certain nombre de dirigeants politiques, notamment Jean-Luc Mélenchon et d'autres, et Laurent Wauquiez, qui ont des attitudes parfois un peu antidémocratiques dans leurs appels révolutionnaires et insurrectionnels. Il est quand même temps aujourd'hui de se poser des questions, puis de savoir quelle est la loi. Il y a un débat sur les fichiers S. Bon, il faut aussi maintenant que les choses soient dites précisément. C'est comme sur les fake news, il faut savoir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Il faut une parole claire. Vous attendiez quoi? Plus de concorde de la part de l'ensemble du monde politique, Pascal Jalabert? La concorde, non, parce que c'est normal que les dirigeants politiques ne soient pas d'accord. En revanche, à un moment donné, il faut savoir faire preuve de responsabilité et surtout ne pas jeter l'huile sur le feu. Vous voulez dire qu'il faudrait qu'ils soient d'accord sur l'essentiel? Écoutez, je dirais que paradoxalement, Marine Le Pen a été bien dans son couloir, mais ça fait 10 jours qu'elle n'appelle plus les gilets jaunes descendent dans la rue. Bon, là, elle a resservi son discours sur les fichiers à l'immigration, mais enfin, elle n'en a pas rajouté. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, à part Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez, mais le problème c'est que Laurent Wauquiez, il lance l'allumette et derrière il y a des députés ou d'autres dirigeants de droite qui arrivent avec la lance anti-incendie. Donc du coup, bon, on va dire que... il a peut-être commis l'erreur de ne pas se rendre assez vite à la préfecture du Puy-en-Velay, qui est son fief, et où il y a eu des actes absolument scandaleux, parce que il y avait un certain nombre de gilets jaunes qui attendaient que les gens à l'intérieur grillent et qui ont même empêché les forces de sécurité d'y accéder. Il a dit qu'il avait jamais mis de gilets jaunes alors qu'il l'avait mis, bref. Mais là, quand même, les autres dirigeants de droite sont en train de dire, bon, on se pose, on va autour de la table et on discute. Et un peu de décence de la part d'un certain nombre d'hommes politiques, et on ne peut pas constamment, au nom d'un fantasme révolutionnaire qui date de plusieurs centaines d'années, appeler à l'insurrection en permanence et exciter les gens, alors qu'il faut faire preuve d'esprit de responsabilité. Je veux dire, si on veut avoir une stature d'homme d'État, et c'est le problème aujourd'hui pour Jean-Luc Mélenchon et pour Laurent Wauquiez, il faut un minimum de responsabilité. Il faut plutôt que d'exciter les mauvaises passions, il faut essayer de calmer le jeu. Et on ne peut plus dire aujourd'hui il y a une violence sociale, donc on répond par la violence tout court. Quand Jean-Luc Mélenchon suggère ce discours, c'est quand même poussé à les casser. Donc aujourd'hui, que le débat démocratique s'exprime, que les gens, que les dirigeants politiques disent je ne suis pas d'accord. Voilà ce que je propose. C'est le constat est là. Les sondages montrent une chute des Républicains et de la France insoumise. Et par contre, le Rassemblement national de Marine Le Pen monte à 24% pour les prochaines élections européennes. Une petite minute, je voudrais qu'on s'arrête sur l'aspect économique des choses. Les maires de grandes métropoles, Alain Juppé à Bordeaux par exemple, a pointé aussi la problématique que ça pose en termes d'économie. Les commerçants aujourd'hui, alors évidemment cet attentat terrible à Strasbourg ne va pas aider les choses, il va y avoir un manque à gagner terrible. 3 week-ends à moins 17%. De fréquentation dans les centres commerciaux, c'est sûr que ça pèse. Et puis, c'est presque un beau cadeau, je dirais, à Amazon et à quelques GAFA. Parce que si les gens ne sortent pas,
ils vont quand même un peu commander par Internet. Donc attention, attention, parce qu'au mois de janvier, vous avez des entreprises... Et pour compléter, au-delà de la microéconomie, le fait qu'on s'affranchit des règles européennes, que le commissaire Pierre Moscovici dit finalement on peut dépasser les 3%, la France est un pays qui est en train de sortir de l'histoire. Attention, attention. Alors, Theresa May, justement, ça me fait une transition facile. Hubert Coudurier, elle remporte ce vote de défiance organisé contre elle, j'allais dire presque par son propre parti, en tout cas au Parlement anglais. Est-ce qu'elle est sauvée ? Ça montre déjà que malgré les politiciens démagogiques comme Boris Johnson, les Anglais ne sont pas tous fous et ont compris quand même qu'il Donc c'est un bon signe pour vous. C'est un bon signe. Ça veut dire que la voie d'un Brexit soft est en train de progresser, même si c'est pas encore gagné pour elle. Elle arrive à naviguer au milieu des récifs. Hein. Oui, elle a une sacrée capacité de conviction et de résistance. Elle n'est pas sauvée encore. Non, elle n'est pas sauvée, c'est pas fini, parce qu'il y a, là il faut expliquer, ça c'était un vote interne au Parti conservateur, là maintenant elle va devoir affronter l'ensemble du Parlement, où l'opposition l'attend de pied ferme, y compris les anti-Brexit. Et puis elle a fait une tournée européenne et on lui a dit niet. Et Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, a redit hier, il n'est pas question maintenant d'assouplir les conditions, la négociation est terminée. Mais les Anglais réalisent quand même qu'ils ne peuvent pas toujours avoir le beurre et l'argent du beurre, parce qu'en fait ils voudraient un système de libre-échange comme la Norvège, mais tout en bénéficiant des avantages de l'Union européenne. On leur a dit c'est pas possible, donc maintenant ils doivent prendre leurs responsabilités. Bon, vous savez qu'il y a aussi un certain nombre il y a aussi des voix qui veulent revoter un nouveau référendum. Oui, bien sûr. Oui, ça monte en Angleterre. Oui. Merci beaucoup, Hubert Coudurier. Vous dirigez l'information du Télégramme. Vous êtes le président de TBO et de TB Sud, les chaînes TNT de Bretagne. Et merci Pascal Jalabert. Merci. Vous dirigez le bureau parisien du groupe EBRA à Paris. C'est l'Alsace et les dernières nouvelles d'Alsace que vous représentiez sur ce plateau ce matin. Une émission qui a été faite en partenariat avec Alsace 20, la chaîne TNT régionale. Voilà, on va passer tout de suite, si vous le voulez bien, au Zap Matin, ce qui s'est passé également dans les journaux télévisés hier au soir, dans les émissions politiques et évidemment les matinales d'infos ce matin. A tout de suite. Chers collègues, je vous invite à observer une minute de silence. Chérif C est né à Strasbourg. Il a 29 ans et est bien connu des services de police. Condamné à 27 reprises, principalement pour vol et violence, il est fiché S depuis sa radicalisation lors de ses passages en prison. Cet individu devrait être en prison, puisqu'il était visiblement recherché par la police. Or, il était en liberté. Il est fiché S, il n'est pas surveillé. On ne peut pas surveiller 24 heures sur 24, c'est des 20 000 personnes qui sont fichées S. C'est absolument impossible, d'autant plus que la plupart d'entre eux n'ont commis ni crime ni délit, ce qui n'est pas le cas de cet individu. Il faut un principe de précaution. Pour les plus dangereux que l'on connaît, il faut intervenir avant. Alors que nous avons des personnes décédées, nous avons des personnes en urgence absolue, nous avons un terroriste qui est dans la nature et que les forces de sécurité sont mobilisées, qu'on fasse un tweet pour dire j'ai la larme à l'œil et 10 minutes après un tweet expliquant et mettant en cause les forces de sécurité, les dispositifs, etc. Franchement, c'est pas être très responsable. Il faut se poser la question de l'utilité des fichiers à partir du moment où on n'en fait rien. C'est-à-dire qu'on ne se sert pas de cette information pour pouvoir judiciariser des gens, les faire passer devant un tribunal et les condamner pour intelligence avec l'ennemi. Ça montre aussi que sans doute tout n'a pas été fait par les pouvoirs publics pour enrayer totalement cette menace qui nécessite à la fois des mesures très fermes en aval et aussi des mesures très fermes en amont, notamment sur la question migratoire. Monsieur Griveaux s'est livré à des propos scandaleux tout à l'heure, à la fin du Conseil des ministres, contre M. Wauquiez ou Mme Le Pen, c'est ridicule, parce que M. Griveaux nous interdit de nous poser des questions. S'il y a des failles, on verra. On aura tout le temps d'en discuter et de les corriger. Mais le faire au moment où la nation doit être unie pour combattre, entre guillemets, cet individu, et ceux qui éventuellement seraient ses complices, me paraît assez minable. Dans ces circonstances, pour la patrie, le pire est que ses responsables se divisent. C'est pourquoi je veux vous dire, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur, la totale solidarité des Insoumis dans la traque que vous avez entrepris pour capturer l'assassin. Symbole que nous adressons au reste du monde et d'abord aux terroristes, que la France, elle est toujours unie face aux barbares. Nous allons donc continuer à débattre, Monsieur le Président Mélenchon, à ne pas être d'accord, résolument, vous et moi, et au sein de cet hémicycle. Car c'est la meilleure façon de lutter, d'une certaine façon. Ce n'est pas la seule, mais c'est une bonne façon de lutter. Et nous pourrons exprimer nos désaccords parce que fondamentalement, Monsieur le Président Mélenchon, nous sommes d'accord pour défendre la République et pour défendre la démocratie.
Partie de notre émission Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et politique. Dans un instant, à tout de suite.